C'est parfait. Je vous demande d'accueillir Raphaël Janson sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Donc bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous voir aussi nombreux et nombreux. Donc on va parler de bestioles qui ont un peu plus de pattes que les vaches ou les poules et qui sont un peu plus petites au niveau de l'échelle. Alors généralement, quand on pense à une araignée, on pense à ça. Une araignée, c'est agressif, ça a plein de pattes, ça pique, c'est noir et c'est poilu. Et si on commence par un petit sondage pour vous demander dans la salle quelles sont les personnes qui pensent déjà avoir été mordues par une araignée, si vous pouviez lever la main grossièrement. Voilà. Et quelles sont les personnes qui pensent ou qui se déclarent avoir peur des araignées. Donc généralement, il a été montré dans différentes études qu'un quart de la population occidentale avait peur des araignées et que 5 à 10% de ces personnes se déclaraient comme étant phobiques. Alors cette peur des araignées, elle est très liée à notre culture, surtout dans les civilisations occidentales. Et dans d'autres pays, pour d'autres ethnies, les araignées sont admirées, sont vénérées comme étant par exemple le symbole de la liberté ou de la communication entre le monde des vivants et le monde des morts. Alors, cette peur des araignées, différentes études, notamment anglo-saxonnes, ont montré qu'elle serait liée à notre sentiment de dégoût, c'est-à-dire notre réaction de rejet face aux objets jugés sales et souillés. Et on verra que la réputation dont sont victimes les araignées n'est évidemment pas fondée. Et je pense, à titre tout à fait personnel, qu'aucun animal aussi inoffensif, pour notre espèce en tout cas, n'a eu une réputation aussi négative. Alors cette peur des araignées, elle remonte déjà au Moyen-Âge, et on peut trouver dans certains bestiaires, dont je vous montrerai un exemple tout à l'heure, des phrases indiquant que les araignées vont symboliser le diable et qu'elles vont tisser sa toile pour s'emparer de l'âme humaine. Et donc dans ce bestiaire de Pierre de Beauvais du début du XIIIe siècle, il est indiqué l'araignée qui est un animal vil et maléfique, où le diable a toujours son filet pré-étendu pour s'emparer de l'âme d'un homme. Donc déjà au XIIIe siècle, on voit que l'araignée commence à jouir d'une réputation qui est assez négative, alors qu'à l'Antiquité, elles étaient plutôt admirées pour leur caractère un peu industrieux et solitaire. Alors, au moment des grandes épidémies de peste également, les araignées ont été jugées responsables de la propagation de ces épidémies, pour une raison assez simple, c'est que la peste, avant qu'on découvre le rôle de ce triptyque mortifère que sont la puce, le rat et la bactérie, la mort était souvent associée aux granges. Pourquoi ? Parce que dans les granges, on trouvait les rats qui allaient consommer les grains, et dans les granges, on va trouver des toiles d'araignées. Donc il y a eu un raccourci qui a été fait à cette époque-là pour penser que les araignées étaient responsables de la peste. Si on vient sur des échelles de temps un peu plus contemporaines et qu'on regarde différents types de films d'horreur, ici, vous avez 8 photos qui illustrent des films d'horreur où les araignées, encore une fois, ne sont pas mises à leur avantage, et ça participe de la peur qu'on peut avoir dans la civilisation occidentale. Si on regarde au niveau local, la presse qu'on peut trouver régionale, un Lorrain mordu par une araignée exotique frôle l'amputation du bras. Mordu par une araignée violoniste lors d'une séance de jardinage, un gendarme meurt au bout de 6 jours, etc., etc., etc. Et un consortium de chercheurs internationaux a montré que plus de la moitié de ce type d'articles au niveau de la presse internationale contenait des données qui étaient factuellement erronées. À un autre niveau, d'un point de vue de la psychanalyse, ça c'est un article il y a une quinzaine d'années qui avait été publié dans Psychologie Magazine, où il est écrit au sujet de l'araignée, cet animal cristallise symboliquement l'angoisse devant le féminin. Quant à sa tendance à s'éclipser aussitôt aperçue, elle rappellerait la peur que tout adulte a pu ressentir nourrisson, celle de la disparition définitive de la mère. Et c'est ce qui a fait dire à Primo Levi dans un ouvrage que les psychanalystes avaient tiré sur les araignées de toute leur artillerie. Donc voilà sur différents éléments, différents aspects, différentes facettes qui contribuent dans notre culture occidentale à cette crainte des araignées. Et ce dont je vais essayer de vous parler très rapidement, c'est de la biologie des araignées et que les craintes qu'on peut avoir ne sont pas du tout fondées et qu'il faut vraiment qu'on commence à les admirer. Donc une araignée, c'est quoi ? Alors les araignées font partie de la classe des arachnides. Donc vous avez ici différents représentants. Donc on va, nous, évidemment, parler que des araignées. À titre indicatif, rappelons que les opilions, les faucheux, sont des arachnides, mais ne sont pas des araignées. On connaît actuellement, donc c'est un chiffre qui date d'hier, 52 749 espèces sur la planète, dont environ 1700 espèces en France hexagonale. Et on distingue généralement 2 grandes catégories chez les araignées. Les araignées dites vraies, les aranéomorphes, dont on reparlera dans un instant, et les mégalomorphes. Donc, à titre de comparaison, par rapport à d'autres espèces qui nous sont plus familières, on connaît environ 6500 espèces de mammifères, 6500 espèces d'amphibiens et 30 000 espèces de poissons. Et les espèces qui sont les plus répandues sur Terre seraient les coléoptères, avec 400 000 espèces, c'est-à-dire qu'il y a quasiment une espèce sur 4 sur la planète décrite actuellement qui est un coléoptère. Alors, quand on voit une araignée, donc là, vous avez la représentation d'une araignée d'une veuve noire, une photo d'une veuve noire. Un des premiers éléments, c'est que les araignées sont poilues. Donc ce ne sont pas des poils, techniquement parlant, ce sont des soies qui sont de différentes natures et qui ont différentes fonctions. On va avoir des poils sur l'extrémité des pattes qui vont avoir le rôle de chémorécepteurs, qui vont permettre à l'araignée de goûter, de toucher l'environnement.
des soies olfactives qui vont permettre de détecter des composés qui vont être volatiles, donc c'est le sens de l'odorat. Des soies que l'on appelle des trichoboteries qui vont permettre à l'araignée de détecter les courants d'air, soit d'un prédateur qui arrive, soit d'une proie en approche de la toile. Et enfin, des soies tactiles qui vont permettre à l'araignée d'avoir le sens du toucher. Donc c'est la raison pour laquelle ces araignées sont poilues, et selon les espèces, la densité de poils peut être plus ou moins importante. Alors si on regarde une coupe sagittale, donc dans le sens de la longueur d'une araignée, voilà ce que l'on a. On a une partie postérieure, que l'on appelle l'opistosoma, qui va contenir les glandes séricigènes, donc qui vont produire de la soie, généralement 4 à 8 paires de glandes séricigènes chez les araignées. Et toutes les espèces d'araignées, quelles qu'elles soient, font un usage de la soie à un moment ou à un autre de leur vie, tant les mâles que les femelles. On va avoir aussi l'appareil génital, soit des ovaires, soit des testicules. Et ce qu'il est important de noter pour la suite, c'est que l'orifice génital est sur la face ventrale des araignées. Donc ça sera important quand on parlera de la copulation. Elles ont des poumons pour pouvoir respirer. Et dans la partie antérieure, on va trouver le cerveau, car oui, les araignées ont un cerveau qui est assez peu connu, quelques dizaines de milliers de neurones. On ne sait pas trop de façon tout à fait précise, certaines estimations devraient être faites avec des techniques un peu plus modernes. Et on va trouver une glande à venin connectée à des crochets. Donc ce dont on va parler, c'est de quelques facettes de la vie des araignées, en commençant par les morsures. Donc, les crochets. Tout à l'heure, on parlait des mygalomorphes et des aranéomorphes. Les crochets des mygales sont articulés de haut en bas, alors que les crochets des autres araignées sont articulés latéralement. Donc ça, c'est un des critères qui permet de distinguer les mygales des autres araignées. Et ces crochets sont percés d'un canal, comme le sont l'aiguillon du scorpion ou les crochets de la vipère. Et par ce canal va pouvoir diffuser un venin qui est produit par des glandes que l'on appelle les glandes venimeuses, donc les glandes à venin, qui sont localisées dans la tête. Donc vous voyez ici un exemplaire. Alors 99,7% des espèces d'araignées possèdent des glandes à venin. Seules 200 ou 300 espèces de la famille des Uloboridés ne possèdent pas de glandes à venin. Ça veut dire que par définition, toutes les espèces d'araignées sont venimeuses. Et ce venin, c'est un cocktail qui est complexe, il peut comprendre jusqu'à 3000 molécules différentes, dont les actions synergiques vont permettre d'anesthésier et d'endormir la proie, car la fonction principale du venin, c'est d'immobiliser et de tuer la proie et de ne pas digérer la proie. La proie va être digérée par l'araignée avec des enzymes qui vont être régurgitées du système digestif et qui vont avoir pour fonction de liquéfier la proie, sachant que les araignées ne peuvent pas ingérer des particules plus grandes qu'1 micromètre. Donc, quelle que soit la taille de l'araignée, les particules maximales peuvent être de 1 micromètre, sinon ça bouche l'œsophage. Alors, une question que tout le monde pose, est-ce que les araignées sont dangereuses ou pas pour l'espèce humaine? Alors, l'écrasante majorité des araignées est totalement inoffensive pour notre espèce pour plusieurs raisons. Une des premières raisons, c'est que les crochets, ces chélicères, sont trop courts et où la musculature pas assez puissante pour pouvoir percer la peau humaine. Un deuxième élément, c'est que la quantité de venin injecté peut être insuffisante, voire nulle. Il existe chez les araignées, comme chez les serpents, des morsures qui sont dites sèches, où c'est simplement l'action mécanique des crochets qui va avoir pour fonction de faire fuir le prédateur éventuel, sans qu'il y ait une injection de venin, parce que d'un point de vue métabolique, le venin est extrêmement coûteux à produire pour les araignées, comme ça l'est pour les scorpions ou les serpents. Aussi, n'oublions pas que nous ne sommes pas des proies pour les araignées, donc le venin généralement est inactif chez l'homme, et la plupart du temps, les morsures sont dites défensives. Si vous prenez une araignée et que vous la mettez sur la main, la seule chose que l'araignée a envie de faire, c'est de fuir, et en aucun cas de vous mordre. Et donc là, on voit par exemple des gens qui s'amusent, parce que c'est le terme à employer, à se faire mordre par des mygales pour voir si la morsure de la mygale est douloureuse ou pas. Donc, hors ces cas extrêmes, il est très peu probable d'être confronté à une morsure par une araignée. Mais malgré tout, on estime qu'il existe environ 0,5% des espèces d'araignées sur la planète qui représentent un danger potentiel pour l'homme, avec 4 que j'ai illustrées ici. La récluse brune, dont la morsure est nécrosante, qui vit essentiellement au sud des États-Unis, dont on va trouver une proche cousine dans le sud de la France, ce sont des araignées timides que l'on croise très peu fréquemment. La veuve noire, avec la réputation qui la précède. L'araignée banane, qui est une araignée qu'on va trouver en Amazonie, par exemple, et dont la morsure va entraîner un priapisme, donc une forte érection, et qui inspire certaines compagnies pharmaceutiques pour trouver des substituts à des molécules comme le Viagra. Et l'araignée la plus dangereuse, qui est une araignée qu'on trouve en Australie, aux alentours de Sydney, qui est une mygale australienne, donc. Et pour ces araignées, il existe des sérums antivenimeux qui font que si une personne est mordue par une araignée, en étant conduite à l'hôpital, les risques associés à l'envenimation sont quasiment nuls. Et même pour des araignées dangereuses, soi-disant comme l'araignée banane, des envenimations avec des symptômes systémiques, des suées, des nausées, des vomissements, des tachycardies, ne représentent que moins de 1% des cas. Donc, il y a assez peu de dangers objectifs liés à ces morsures d'araignées. Et les spécialistes estiment que dans le monde, il y a moins de 10 décès annuels qui sont causés par des morsures d'araignées.
Et des chercheurs suisses ont montré, c'est pour ça que je vous posais la question tout à l'heure, que seulement 10 à 100 personnes seraient mordues annuellement par million d'habitants en Suisse, sachant qu'en Suisse, la population, le nombre d'espèces d'araignées est inférieur en France. Et à titre de comparaison, aux Pays-Bas, une étude a montré que 8000 personnes se faisaient mordre chaque année, enfin 8000 morsures de chiens par an et par million d'habitants, pardon, aux Pays-Bas. Donc objectivement, les risques de morsure sont infimes et la probabilité d'un décès est quasiment nulle. À nouveau, à titre de comparaison, les serpents sur la planète font plus de 100 000 décès annuellement, dont 40 000 en Inde. Et pour la petite histoire, 30 décès annuels sont à déplorer par selfie. Donc à nouveau, pour relativiser, les morsures d'araignées sont vraiment infinitésimales. Et chaque année meurent aussi aux États-Unis 100 personnes d'allergie aux cacahuètes. Donc si on prend ces chiffres qui semblent un peu anecdotiques et dérisoires, c'est vraiment pour relativiser les risques liés aux morsures d'araignées. Et je pense que les chercheurs disent 10 pour ne pas dire 0, mais c'est vraiment la probabilité de mourir par une morsure d'araignée est quasiment nulle. Donc les araignées qui mordent, elles mordent parce que ce sont de redoutables chasseuses. Et on distingue deux grands types d'araignées, des araignées qui vont chasser sans toile et des araignées qui vont chasser avec une toile. Donc on va commencer par parler rapidement de ces araignées qui vont chasser sans toile. Donc là, vous avez une photo, une représentation avec des têtes d'araignées dont vous voyez des points noirs que sont les yeux des araignées. Donc, en général, les araignées ont 4 paires d'yeux, elles ont donc 8 yeux, sauf des cas particuliers. Et on voit que certaines araignées, comme les salticidés, ont des yeux principaux qui sont extrêmement développés, on va en reparler dans une seconde. Et il existe quand même quelques adaptations qu'il faut souligner, comme ces araignées cavernicoles qui ont perdu l'usage de la vue et donc chez lesquelles les yeux ont disparu, ou ici ce mâle d'une autre espèce chez lesquelles les yeux, les 8 yeux, sont en position périphérique sur un petit pédicelle qui est au-dessus de la tête. Mais généralement, les yeux sont bien disposés à l'avant de la tête de l'araignée. Alors les araignées qui ont les plus grands yeux, ce sont les saltiques. Donc vous voyez cette araignée-là. Donc chez certaines espèces de saltiques, les araignées sauteuses, les salticidés, on considère que leur acuité visuelle n'est que 5 fois inférieure à celle de l'espèce humaine et équivalente à celle des chats ou des pigeons. Donc ce sont des araignées qui vont chasser à l'affût, qui vont être donc en embuscade, et qui ne peuvent pas bouger la lentille de leur œil, mais pour faire le focus, pour suivre la proie, elles sont capables de bouger la rétine. Et là, je vais vous montrer un film d'une étude qui a été réalisée il y a 2 ans, d'une jeune araignée qui est suspendue à un fil et qui est manifestement en train de dormir. Et vous voyez ici, il y a les yeux sur la partie périphérique, et au centre, vous allez avoir 2 petits tubes que les chercheurs ont vu bouger. Donc en fait, ce sont des jeunes araignées dont la carapace est transparente après la mue, qui permettent de voir, de visualiser ces petits mouvements de la rétine. Et ces mouvements de la rétine sont accompagnés avec des petits mouvements de pattes. Et ces caractéristiques ont fait dire aux auteurs de cette étude que les araignées pourraient présenter des épisodes de sommeil équivalents à celui du sommeil paradoxal que l'on rencontre chez d'autres espèces animales, notamment chez l'espèce humaine. Alors, il y a assez peu de travaux qui ont été faits chez les araignées concernant leur capacité cognitive, et les rares travaux qui ont été menés ont été réalisés chez ces espèces de saltiques, notamment en raison de cette vue particulièrement développée. Et les chercheurs ont montré que les araignées étaient capables de planifier leur trajet. Donc, dans une des expériences, ce sont des araignées, les portia notamment, qui sont des araignées qui sont aranéophages, qui vont consommer d'autres araignées. Ce qu'ont fait les auteurs, c'est de placer une araignée au sommet d'une petite tourelle. Et face à cette tourelle étaient disposées 2 boîtes dans lesquelles étaient présentes soit des araignées comme proie potentielle, soit la boîte était vide. Et l'araignée, de son petit promontoire, ne pouvait pas atteindre les 2 boîtes. Pour pouvoir aller chercher les proies, elle devait descendre du promontoire et employer une des 2 rampes latérales. Et ce qu'ont montré les auteurs, c'est que lorsque l'araignée descendait, elle était capable d'emprunter la voie qui conduisait à la boîte contenant les proies, alors que les proies n'étaient pas visibles au moment où elle empruntait le chemin. Ça veut dire que cette araignée est capable de planifier son trajet, d'anticiper le trajet et d'identifier le chemin à suivre pour accéder à la récompense. Dans une autre série d'études chez cette espèce, donc comme je vous le disais, ce sont des araignées qui chassent d'autres araignées, notamment des araignées qui sont des araignées cracheuses. Donc vous voyez ici cette araignée cracheuse qui, pour chasser et se défendre, va projeter un fil de soie par l'intermédiaire des glandes à venin. Donc elle a des glandes à venin qui sont modifiées, qui produisent de la soie. Elle va pouvoir émettre de la soie à distance avec ses crochets. Eh bien, cette petite portia, quand elle doit chasser cette araignée, va changer de stratégie d'attaque en fonction des conditions. Quand elle voit que la proie qu'elle convoite porte dans ses crochets un cocon, et donc cette araignée-là est vulnérable, la portia va l'attaquer en ligne droite directement, parce que les risques que l'araignée cible ne se rebiffe sont relativement limités. En revanche, quand elle constate que cette araignée n'a pas de cocon dans les mandibules et peut donc cracher et émettre son venin, la portia va l'attaquer par derrière. Donc elle est capable de faire un détour et de modifier sa stratégie de chasse en fonction de la vulnérabilité de la proie qu'elle va convoiter. Alors une araignée qui est tout à fait exceptionnelle, qu'on va trouver sous nos latitudes et qui est la seule araignée qui vit sous l'eau, c'est l'argironnette.
Donc c'est une araignée qui va aller à la surface de l'eau et qui va descendre une petite bulle d'air grâce au poil qu'elle a sur l'abdomen et la tension superficielle. Elle va tisser dans la végétation une petite couche de soie. Elle va venir emprisonner des gouttes d'air, des bulles d'air dans cette petite poche qu'elle a créée sous l'eau. Et en fait, cette bulle d'air agit comme un réel poumon. Donc là, on la voit qui est en train de chasser un tétard. Donc elle vient remplir cette cloche à plongeur avec sa bulle d'air et elle va pouvoir rester toute sa vie sous l'eau, copuler sous l'eau et pondre son cocon dans cette petite bulle d'air. Comme je le disais, c'est un poumon dans la mesure où l'araignée va être capable de détecter la diminution de la quantité d'oxygène suite à la consommation d'oxygène et l'augmentation de la quantité de CO2 pour aller chercher une bulle d'air et puis renouveler l'air de sa cloche à plongeur. Alors pour les araignées qui ne chassent pas à vue mais qui tissent avec des toiles, donc l'autre moitié des espèces d'araignées, on va trouver deux grands types de toiles. Des araignées qui vont faire des toiles dites géométriques, celles qu'on voit scintiller le matin avec la rosée, et des toiles irrégulières, donc ce sont généralement des nappes de soie qui vont recouvrir la végétation. Alors quand on parle de soie, ne serait-ce que pour cette toile-là, il n'y a pas un seul type de soie qui est produit par l'araignée, mais cette toile-là est composée de plusieurs types de soie différents qui vont être produits par différentes glandes séricigènes. Et chacune des soies qui va composer soit le cadre, soit les rayons, soit les spires, aura des propriétés particulières qui vont permettre d'optimiser la récolte de nourriture. Une autre chose qu'on peut constater aussi, c'est que généralement, ces toiles géométriques sont asymétriques. Vous voyez qu'à partir du moyeu central, la partie inférieure est d'une surface relative plus importante que la partie supérieure. Une des raisons est que l'araignée étant au centre de la toile, avec la gravité, elle met moins de temps à parcourir la partie inférieure que la partie supérieure pour chasser. Mais malgré tout, il a été montré que si on délivrait de façon expérimentale des proies dans une toile d'araignée dans la partie supérieure, l'araignée est capable de modifier le ratio des surfaces, c'est-à-dire d'augmenter la surface de la partie supérieure, qui est la zone qui intercepte davantage de proies. Donc même si elles ont ces comportements qui sont assez stéréotypés dans le comportement de tissage, il n'en demeure pas moins qu'elles sont capables d'une certaine forme de plasticité qui leur permettent de s'adapter aux conditions environnementales et à leur expérience passée. Donc on va voir différents types de toiles qui vont être tissées par les araignées. Je vais vous montrer deux exemples. Un exemple d'une araignée qui s'appelle l'araignée lance-pierre, qui va donc tisser une toile géométrique, et elle va tendre sa toile à la façon d'un lance-pierre. Elle va maintenir la toile tendue, de telle sorte que quand une proie passe, ici vous avez un petit moustique, elle va percevoir les courants d'air produits par les vibrations du moustique, avec les trigoboteries dont on a parlé tout à l'heure, déclencher son piège pour pouvoir aller attraper la proie. Un autre cas, c'est l'araignée rétière. Donc, ce sont les araignées qui ont les plus gros yeux, qui ont une capacité de vision nocturne, et qui vont tisser un petit filet de soie qu'elles vont tenir dans leur paire de pattes antérieures, et dont elles vont se servir pour attraper des proies. Donc, vous avez l'araignée qui est ici, qui tient son filet, et quand elle va percevoir une proie qui passe à proximité, elle va projeter sur la proie le filet qu'elle vient de tisser pour pouvoir se saisir de la proie avant de la remonter, de la mordre et de la consommer. Et ce ne sont ça que deux stratégies parmi des multitudes d'usages de la soie qui sont toutes aussi étonnantes les unes que les autres. Alors, les araignées sont des chasseuses remarquables. Une étude publiée cette année au mois d'août a montré la chose suivante. Donc, c'est une espèce d'araignée qui va manger des lucioles. Donc, chez les lucioles, vous avez le mâle de la luciole qui a ici deux lanternes dans l'extrémité postérieure de l'abdomen. Et donc, la luciole va clignoter. Le mâle va clignoter avec une fréquence qui est bien particulière. Et la femelle luciole, elle, n'a qu'une seule lanterne et va clignoter à une autre fréquence que celle du mâle. Et évidemment, le mâle produit ces signaux pour attirer la femelle. Ce que fait l'araignée, c'est qu'elle va attraper dans sa toile un mâle luciole qu'elle va mordre, de telle sorte que le mâle produise un signal qui imite celui d'une femelle pour attirer d'autres mâles. Et ce que les chercheurs ne savent pas encore, c'est les mécanismes qui sont à l'origine de la modification du scintillement de la luciole. Ce qui est étonnant, c'est que l'araignée, quand elle capture ces lucioles, elle les mord, mais elle ne les tue pas. Mais la conséquence est que le mâle imite une femelle pour attirer d'autres mâles. Donc chez cette espèce, les araignées peuvent chasser en leurrant leur proie. Alors il y a un élément important, c'est que ce qu'on appelle généralement la cognition étendue ou le phénotype étendu, il ne faut pas considérer l'araignée comme étant un élément différent de la toile ou la toile un élément différent de l'araignée. Ce sont deux choses qui sont vraiment très interconnectées.
Et la toile, c'est une partie du système cognitif de l'araignée. Ça va lui permettre de percevoir les vibrations, de chasser. Donc c'est vraiment une extension du corps. Et deux façons indirectes de s'en rendre compte. Une première, c'est avec des expériences qui ont été menées dans les années 60-70 par des chercheurs qui ont fait ingérer à des araignées des mouches qui avaient été enduites de différents types de drogues. Et vous voyez que la conséquence de l'ingestion de ces drogues par les araignées conduit à une structure de la toile qui est radicalement différente. Alors la raison pour laquelle les chercheurs dans les années 60 avaient fait ingérer des drogues à des araignées, c'est simplement qu'il y a un chercheur qui avait constaté que ces araignées tissaient à 4 heures du matin, et d'un point de vue expérimental, ça ne l'arrangeait pas. Donc il a été voir un de ses collègues pharmacologues en lui demandant est-ce que tu n'as pas une drogue qui permettrait à l'araignée de tisser un peu plus tard dans la journée pour permettre de faire des observations. Et donc c'est la raison pour laquelle ces études-là ont commencé. Mais plus sérieusement, ce que ça indique, c'est qu'en fonction du type de drogue, le type de déstructuration de la toile va être différent. Et vous savez toutes et tous que ces différentes drogues vont agir sur différents mécanismes au niveau cérébral, avec changer la neurotransmission. Et donc on voit que selon les voies de signalisation au niveau du cerveau qui vont être affectées chez l'araignée, ça va avoir pour conséquence d'altérer certaines parties de la toile. Une autre façon d'illustrer cet aspect, c'est chez une autre espèce d'araignée qui va tisser une toile géométrique tout à fait harmonieuse et uniforme. Et cette araignée, parfois, va être attaquée par une guêpe parasitoïde qui va venir pondre sur l'abdomen de l'araignée. Et cette larve va se développer. Et au moment où la larve va vouloir se transformer, donc au moment de ce qu'on appelle la pupaison, elle va injecter des composés chimiques dans le corps de l'araignée qui vont avoir pour conséquence que cette araignée qui tissait cette toile-là se met à tisser une toile radicalement différente dans laquelle, ici, la larve de cette guêpe va pouvoir se développer. Donc on voit que par l'injection de drogue dans un contexte tout à fait naturel, on va avoir une modification au niveau du fonctionnement cérébral de l'araignée qui va avoir pour conséquence une altération de la structure de la toile. Alors quand on parle des araignées, on ne peut pas faire l'économie, et ça c'est un aspect vraiment fascinant de la biologie des araignées, de la reproduction. Donc chez la grande majorité des espèces d'araignées, la femelle est beaucoup plus grande que le mâle. Un cas particulier, l'argironnette dont on a parlé précédemment, mais bon, ce n'est pas une généralité. Alors quand on pense aussi aux araignées, on les pense généralement, comme je vous le disais en introduction, noires, velues, mais on a des petites araignées comme l'araignée paon, qu'on va trouver en Océanie ou dont certaines vont vivre en Afrique. Vous voyez ici le mâle qui effectue une parade nuptiale devant la femelle, dont l'abdomen est relevé, est richement coloré, et qui va agiter les pattes pour essayer d'attirer les faveurs de la femelle. Et certaines études ont également montré qu'il y avait une communication par l'intermédiaire des ultraviolets. Donc ces araignées qui sont noires, généralement dans nos pensées, la plupart du temps, peuvent être, ou dans certains cas, peuvent être très colorées. Et suite à cette parade nuptiale, va se produire l'accouplement. Et l'accouplement chez les araignées est quelque chose qui n'existe que chez les araignées, qui est absolument exceptionnel. Donc déjà, comment faire la distinction entre un mâle et une femelle? Vous avez ici une araignée avec ses 4 pattes à gauche, ses 4 pattes à droite, et 2 petites pattes devant, une paire de petites pattes qu'on appelle des pédipalpes, qui ne sont pas impliquées dans la locomotion, qui sont notamment impliquées dans la perception de l'environnement. Et vous constaterez que chez cet individu de droite, les pédipalpes sont renflés, un peu à la manière de gants de boxe, et ça, c'est ce qui permet de définir le mâle. Donc les pédipalpes chez le mâle sont renflés, alors que chez la femelle, ces pédipalpes ne sont pas renflés. Alors, quelle est la fonction de ces pédipalpes? Ce que fait le mâle, ici chez une mygale, c'est qu'au cours de sa vie, il va tisser une petite toile qu'on appelle la toile spermatique, sur laquelle il va venir déposer une goutte de sperme, donc à partir de la face ventrale de l'abdomen dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il va ensuite venir charger ses pédipalpes avec le sperme qu'il aura déposé sur cette toile spermatique. Et l'objectif de ce remplissage des pédipalpes, c'est de pouvoir copuler avec la femelle. Et vous avez ici une photo où vous avez une veuve noire avec la femelle, le mâle, dont on a dit tout à l'heure que les mâles étaient plus petits que les femelles, qui va venir approcher ses pédipalpes de l'organe génital de la femelle pour assurer la transmission des spermatozoïdes. Alors, chez les différentes espèces, on va avoir différents types de positions. Et dans ces cas-là, le mâle va être relativement vulnérable aux morsures d'araignées, on y reviendra dans un instant, dans la mesure où le mâle a portée de morsures par lesquelles il sert de la femelle. Et donc, certaines espèces d'araignées ont développé des stratégies remarquables pour limiter les risques liés au cannibalisme, notamment chez une espèce qu'on va trouver en France hexagonale, qui est la pisore admirable, où le mâle va venir amener un cadeau à la femelle. Donc vous avez ici un mâle, donc vous voyez avec ses pédipalpes, qui va venir tambouriner sur les feuilles pour commencer à approcher la femelle, et qui porte dans ses pédipalpes un petit objet entouré de soie. Et donc des études ont montré que quand le mâle offre un cadeau à la femelle, les risques de cannibalisme sont 6 fois moins importants que s'il vient sans cadeau. Et ce qu'ont montré également les études, c'est que si la femelle refuse le cadeau du mâle, le mâle va entourer le cadeau de davantage de couches de soie pour augmenter la quantité de phéromones et avoir un cadeau qui est plus volumineux. Mais les chercheurs se sont aussi posé la question de savoir pourquoi parfois ce cadeau n'avait aucune valeur nutritive. Quand on dépiote le cadeau, on peut avoir un petit bout d'herbe ou une carcasse animale mort qui n'a aucune valeur nutritive pour la femelle.
Et donc, ce qu'ont montré les chercheurs, c'est que ce que va estimer la femelle, indépendamment de la valeur nutritive du cadeau, c'est la taille du cadeau qui va être un indice de la vigueur du mâle à se saisir d'un cadeau, à fabriquer une couche de soie importante. Comme on le disait tout à l'heure, la soie est coûteuse d'un point de vue métabolique. Et c'est ce qui va permettre au mâle, quand la femelle va dépioter le cadeau, de pouvoir copuler sereinement avant de s'échapper et de réduire les risques de cannibalisme. Dans d'autres conditions, on va avoir d'autres types de stratégies, comme chez cette araignée. Donc là, vous allez avoir la femelle qui est en bas, le mâle ici, avec ses premières paires de pattes qui sont particulièrement développées. Et ce qui se passe, c'est que le mâle, après l'accouplement, va se catapulter hors de la femelle pour limiter les risques liés au cannibalisme. Alors des stratégies comme ça, il y en a des dizaines chez les araignées. Une dernière, où ce mâle, ici, chez cette araignée, va venir ligoter la femelle. Donc, va venir déposer des couches de soie pour immobiliser la femelle, de telle sorte qu'il puisse copuler sans risquer de se faire consommer par la femelle. Et à nouveau, ces études ont montré que le mâle avait 5 fois moins de risque d'être cannibalisé après l'accouplement s'il avait entortillé la femelle. Il y a d'autres types d'araignées chez lesquelles le mâle va produire des composés volatiles qui vont avoir pour conséquence d'induire un état de narcose chez la femelle. Et cette femelle étant narcosée, le mâle va pouvoir copuler. Alors, dans certains cas, chez les araignées, comme chez beaucoup d'espèces, il y a une compétition importante entre les mâles pour s'assurer une paternité élevée. Et chez cette espèce, celle dont on va parler, la stratégie est vraiment particulière. Donc vous avez ici une femelle qu'on voit sur la face ventrale. Donc vous avez la tête, l'abdomen, et là où la flèche indique, c'est l'épigyne, donc c'est l'appareil génital féminin. Donc comme on a dit tout à l'heure, il faut que le mâle approche ses pédipalpes de l'épigyne pour que le transfert de sperme soit effectif. Donc ce pédipalpe, c'est une structure qui est très complexe, qui est utilisée par les taxonomistes pour identifier les différentes espèces d'araignées. Et vous voyez que dans ce cas particulier, on va avoir ici en vert cette partie qui s'appelle le scape chez la femelle, qui est localisée là où la flèche pointe. Et le pédipalpe du mâle doit venir entourer ce scape, ce qu'on voit ici, pour pouvoir venir ensuite transférer les spermatozoïdes au moyen de ce petit conduit. Ce que cette étude a montré, c'est que le mâle, après avoir copulé, va mutiler la femelle, va venir couper le scape, de telle sorte que la femelle ne puisse plus se reproduire avec un autre mâle par la suite. Et ça, c'est encore une fois une parmi plusieurs stratégies que les araignées ont mises au point pour limiter la compétition spermatique et que le mâle s'assure une part de reproduction plus importante. Alors, des cas tout à fait originaux et particuliers, comme par exemple chez cette veuve noire australienne, où une étude a montré que le mâle se faisait délibérément cannibaliser par la femelle. Après avoir commencé à copuler et insérer ses pédipalpes, le mâle va se retourner sur la face ventrale de la femelle pour présenter son abdomen au niveau des crochets de la femelle qui va pouvoir le consommer. Donc les chercheuses qui se sont posées cette question ont essayé d'examiner un peu plus en détail les raisons qui pouvaient expliquer le cannibalisme du mâle. Et il a été montré que les mâles cannibalisés pouvaient en fait transférer plus de sperme, c'est-à-dire qu'ils copulaient 2 fois plus longtemps que des individus qui ne se faisaient pas cannibaliser. Donc en se faisant cannibaliser, le temps que la femelle consomme le mâle, le transfert de sperme continue. Et ça peut être une stratégie avantageuse pour le mâle si les opportunités ultérieures de reproduction sont limitées. En d'autres termes, si le mâle n'a aucune chance de trouver une autre femelle, il a intérêt, d'un point de vue évolutif, à se sacrifier pour transférer le plus de spermatozoïdes et s'assurer une paternité plus importante. Alors, une fois que l'araignée s'est reproduite, elle va pondre un cocon. Donc, on va trouver différents types de cocons selon les différentes espèces. Donc là, on a différentes espèces qui vont entourer les œufs qu'elles vont avoir pondus dans une couche de soie importante. Chez les pholques, qu'on va trouver partout chez nous, qui est une espèce envahissante, mais qui a colonisé toutes nos habitations, la femelle va tenir une grappe d'œufs dans les chélicères. D'autres araignées vont porter le cocon à l'extrémité de leur abdomen ou dans les chélicères. Donc on va avoir différents types de stratégies. Il y a des choses qui sont assez remarquables, comme cette espèce d'araignée qui est actuellement inconnue, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été décrite. C'est une espèce qui a été trouvée au Pérou. Vous avez ici cette structure avec au centre le cocon qui va contenir des œufs. À droite, vous avez l'échelle donnée par l'ongle du chercheur. Et ce que vous voyez sur le tour, ce sont des sortes de petits piliers où on voit des piliers verticaux qui sont connectés par des fils horizontaux. Donc ça peut donner le sentiment de façon un peu rapide que c'est une clôture pour protéger les jeunes araignées. Et en fait, cette araignée qui n'a pas de nom scientifique est appelée en anglais silken henge, parce que silk en anglais c'est la soie, et c'est par analogie avec les mégalithes de Stonehenge, donc elle a reçu ce nom-là. Et la raison pour laquelle elle n'a pas encore été identifiée, c'est que les chercheurs qui ont collecté ces individus n'ont pas pu les élever jusqu'au stade adulte pour pouvoir déterminer quelles espèces c'était et si c'était une nouvelle espèce. Alors dans le cocon, les jeunes araignées vont émerger.
Et une caractéristique de l'ensemble de toutes les espèces d'araignées, quelles qu'elles soient, c'est que les jeunes araignées, quand elles sortent du cocon, présentent une phase de vie sociale temporaire. Donc pendant quelques jours, ces araignées vont vivre ensemble de façon tout à fait tolérante avant de se disperser pour mener une vie solitaire. Et ça, c'est l'objet de nos recherches. On essaie de comprendre quels sont les mécanismes qui sont liés à la dispersion et en quoi les araignées, après qu'elles se soient dispersées, pourquoi les araignées, après s'être dispersées, deviennent agressives. Alors, chez certaines espèces d'araignées, on va avoir par exemple la maman qui va porter ses bébés sur le dos, et dans d'autres cas beaucoup plus ultimes, on va avoir des comportements maternels qui sont absolument prodigieux, comme chez cette araignée. Donc cette araignée qui va avoir pondu ses jeunes, donc elle va avoir une portée de plusieurs jeunes. Et ce que vous allez voir, c'est qu'à un moment, la mère va mettre un signal et les jeunes vont venir consommer leur mère. Donc ce qu'on appelle de la matrophagie, où là, l'araignée va se faire manger par ses bébés. Donc c'est délibérément que la mère se comporte de cette façon-là. Vraiment, elle met un signal où elle commence à vibrer. Et donc les jeunes vont venir mordre au niveau de l'abdomen, au niveau de la jointure des pattes, pour consommer la mère. Et après avoir consommé la mère et emmagasiné des nutriments, ils vont commencer à se disperser pour mener leur vie solitaire. Donc là, vous allez voir, à un moment dans le film, on voit une patte et on voit l'hémolymphe de la patte qui coule, qui montre que les jeunes sont en train d'aspirer leur mère. Et certaines chercheuses et certains chercheurs s'interrogent sur les raisons pour lesquelles ce comportement n'est pas plus répandu chez les araignées. C'est un comportement qui est trouvé dans plusieurs familles d'araignées, mais qui n'est pas commun à toutes les espèces d'araignées, sachant que généralement, les araignées vont mourir après avoir pondu. Donc d'un point de vue un peu finaliste, on peut s'interroger sur les raisons pour lesquelles toutes les araignées n'ont pas développé ces comportements de matrophagie. Donc typiquement, le cycle de vie des araignées est celui-là. Les parents donc, qui vont avoir une vie solitaire, généralement, vont vivre chacun sur leur toile, si c'est une toile, ou de façon errante, si ce sont des individus sans toile. Et à l'issue de l'accouplement, la femelle va pondre un cocon. Du cocon vont émerger des juvéniles qui vont rester grégaires et qui vont se disperser pour mener une vie solitaire. Alors, chez certaines espèces d'araignées, le comportement de dispersion se fait par ce qui s'appelle du ballooning, où on voit les jeunes araignées qui vont monter sur des poteaux, des éléments hauts, en haut de la végétation ou des piquets de clôture, vont se mettre sur la pointe des pieds et vont émettre un fil de soie. Et ce fil de soie va permettre à l'araignée de s'envoler dans les airs. Et donc, ce n'est pas les courants d'air qui vont permettre à l'araignée de décoller, ça va être le champ électromagnétique terrestre qui va, sachant que la soie est chargée électriquement, de faire décoller les araignées. Et ce qui a donné dans certains endroits le nom de ces araignées volantes de cheveux d'ange. Elles sont appelées des cheveux d'ange et on peut les trouver à plusieurs milliers de mètres d'altitude. Certains cockpits d'avions ont été recouverts de ces araignées qui étaient en train de s'envoler, et ce qui peut permettre aux araignées aussi de coloniser des îles. Donc ça, c'est un des types de dispersion qui va utiliser le champ électromagnétique terrestre pour se disperser. Alors, la plupart du temps, les araignées à l'âge adulte sont extrêmement agressives. Il y a quelques rares cas où on peut avoir un maintien de la tolérance entre les araignées. Par exemple, dans cette étude qui a été menée aux États-Unis, dans une station d'épuration d'une surface de 2 hectares, donc qui dit station d'épuration dit eau stagnante, dit moustique, qui dit moustique dit potentiellement une source attractive pour les araignées et des araignées. Donc, ce qu'ont fait les auteurs, c'est d'estimer la densité et le nombre d'araignées dans cette station d'épuration. Ils ont estimé que sur ces 2 hectares, coexistaient environ 100 millions d'araignées. Donc c'est une densité qui est absolument prodigieuse. Et la quantité de proie est tellement abondante que ça permet de réduire le niveau de compétition entre les araignées et de favoriser la tolérance. Mais dans la plupart des cas, les araignées à l'âge adulte sont agressives, sauf quelques-unes dont on va parler, et qui avaient déjà été identifiées par Darwin au milieu du XXe siècle. Et Darwin dit à un moment, au sujet des araignées, cette habitude de vivre en société chez un genre aussi atypique que celui des épères, c'est-à-dire chez des insectes si sanguinaires et si solitaires que les 2 sexes même s'attaquent souvent l'un l'autre, constitue un fait fort singulier. Donc Darwin a fait la première description des araignées sociales, et il a fallu attendre un arachnologue français, Eugène Simon, qui, vers les années 1900, a produit les premiers articles décrivant la structure du nid des araignées sociales et les modes de vie des araignées sociales. Car oui, il existe parmi les 52 749 espèces d'araignées, 19 espèces d'araignées qui ont développé une vie sociale permanente, chez lesquelles il n'y a plus aucune dispersion, et vont coexister sur les toiles des mâles, des femelles et des juvéniles tout au long de leur vie. Et ces espèces d'araignées sociales, ces 19, ne sont trouvées que sous les tropiques. On n'a aucune espèce d'araignée sociale sous nos latitudes. Et ce sont des espèces d'araignées qui sont apparues de façon indépendante 16 fois au cours de l'évolution.
donc ça veut dire que c'est une évolution convergente. Et nous, dans nos recherches, on s'intéresse aux mécanismes qui ont conduit les araignées à évoluer vers une socialité permanente, sachant que, comme on le disait tout à l'heure, au début de leur vie, les araignées sont tolérantes et grégaires avant de se disperser. On essaie d'identifier les mécanismes qui auraient pu conduire à cette socialité permanente. Alors, les araignées sociales ont pour conséquence parfois, propriété, donc d'être tolérantes tout au long de leur vie, de tisser parfois des toiles qui sont gigantesques. Alors, pas chez toutes les espèces, hein, c'est une toile d'Anelosimus eximus qu'on avait observé en Guyane. De façon opportuniste, elles peuvent être sur certains lampadaires en Guyane. Et on peut trouver des toiles. La plus grande que moi j'avais vue en Guyane française, c'est une toile qui fait une trentaine de mètres de long. Donc là, on voit très très mal la toile parce que sans la rosée, c'est difficile de les photographier. Mais la toile, elle est ici, là. Elle est ici, elle recouvre toute la végétation. Et c'est que la moitié de la toile. Donc en fait, ce sont des toiles qui parfois peuvent atteindre des tailles exceptionnelles, d'une trentaine de mètres de long, 2-3 mètres de hauteur, et qui vont contenir des dizaines de milliers d'araignées. Et une caractéristique des araignées sociales, c'est leur coopération. Elles vont pouvoir chasser en groupe, et chasser en groupe parfois des proies jusqu'à 700 fois plus grosses qu'elles. Et une des raisons pour laquelle on était parti en Guyane, c'était pour étudier la chasse collective chez une espèce d'araignée qui s'appelle Anelosimus eximus. Donc là, vous allez voir un film où, pour l'instant, on a une quarantaine d'araignées. Et à droite, imaginez qu'il y a une proie qui vibre dans la toile. Et vous allez voir que les araignées, quand elles chassent, elles se déplacent de façon synchronisée. Elles vont alterner des séquences d'arrêt, de mouvement, pour pouvoir détecter plus facilement les vibrations de la proie dans la toile et pouvoir être plus efficaces au moment de la chasse. Donc ces araignées qu'on pense généralement agressives, solitaires, dans certains cas ont développé des comportements qui sont remarquables, tels que cette synchronisation caractéristique des Anelosimus eximus. Alors si les araignées sont souvent mal aimées, elles sont parfois convoitées. J'ai pris 3 exemples dans la presse. Ça, c'est un article qui date, c'est une saisie qui a été faite par les douanes au Pérou au mois de novembre 2024, où un ressortissant coréen avait 320 migales sous son pull. Ça, c'est une autre saisie qui avait été réalisée à l'aéroport de Cayenne, où il y avait un ressortissant français, je pense, qui transportait 38 migales et des jeunes migales. Ou là, encore un autre article qui date aussi, je crois, de 2024, où des personnes avaient été condamnées pour trafic de migales dans la région strasbourgeoise. Alors ces araignées, parfois on peut les trouver sur Internet. On peut trouver des grosses migales, comme cette grosse migale indienne, qui est d'un bleu vraiment métallique, magnifique, pour des sommes assez coquettes. Et ce que disent les vendeurs sur ces sites, c'est que ce sont des araignées qui sont parfois collectées, qui sont élevées en captivité. Mais quand on voit le nombre de saisies qu'il peut y avoir et qu'on peut voir un trafic parfois florissant, on peut s'interroger sur la collecte de ces animaux dans le milieu naturel. Et ce qui est d'autant plus dramatique, c'est que parfois ces araignées elles sont collectées dans le milieu naturel pour faire des sous-verts en plastique. Et donc, je ne sais pas, mais de temps en temps, chez les marchands de journaux, on trouve des revues dans lesquelles il y a des sortes de blocs en plastique avec des araignées qui servent de presse-papier ou des scorpions. Et des scorpions, il y en a beaucoup qui sont collectés aussi en Afrique, notamment pour faire des sucettes. Et là, en fait, j'ai trouvé ça sur Internet et il a marqué « Le scorpion, c'est bon, mangez-en ». Donc voilà ce pourquoi parfois certaines araignées sont collectées. Donc c'est quand même regrettable. Et sans avoir une vision finaliste et utilitariste, les araignées jouent un rôle déterminant dans la régulation des écosystèmes terrestres. Une étude a montré qu'à l'échelle de la planète, elles consommeraient entre 400 et 800 millions de tonnes de proies. Pour nous, ça ne veut rien dire, mais cette masse-là, c'est 1 à 2 fois la masse de l'humanité. C'est 1 à 2 fois la quantité de poissons et de viande consommée par les humains, et c'est plus que la quantité de proies consommée par les oiseaux. Donc elles jouent vraiment un rôle déterminant à leur échelle. Et sachant qu'en France hexagonale, actuellement, les experts estiment que déjà 10% des espèces sont menacées en raison de l'urbanisation, de l'utilisation de pesticides, de l'assèchement des zones humides. Donc il faut collectivement apprendre à les observer, à les connaître pour mieux les respecter. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Bonjour, merci, c'était très intéressant. Vous parlez très très vite parce que vous maîtrisez votre sujet. Parfois, c'est un peu dur. C'est quoi l'intérêt pour quand le mâle, vous savez, au niveau des lucioles, vous parliez que, quel est l'intérêt d'appeler les mâles pour l'aider et pourquoi pas appeler la femelle pour l'aider? Enfin, c'est quoi l'intérêt? En fait, ce que fait le mâle, c'est donc d'attraper une luciole mâle qu'il va faire clignoter comme une femelle pour attirer d'autres mâles, sachant que ce sont les mâles qui sont attirés par les femelles et pas les femelles qui sont attirées par les mâles. Donc en fait, en clignotant, en manipulant le signal émis par la luciole, en leurrant les autres mâles, il va attirer davantage de mâles dans sa toile parce qu'il a utilisé ce stratagème. Si c'est
Et ensuite, elle pourra les manger tous, c'est ça? Et après, la femelle pourra consommer les mâles qu'elle aura capturés. Ah, ok. D'accord. Et je ne boirai plus de café parce que j'ai vu ce que ça faisait. Et c'était très, très... Oui, moi je n'ai absolument jamais eu peur des araignées et j'essaye de préserver aussi les toiles d'araignée. Sauf que dans les maisons, si vous avez des toiles d'araignée, tout de suite on va vous dire t'as pas fait le ménage, t'as pas... Bon. Et même dans la nature, j'ai vu des personnes, un fil, une toile entre un balcon et un autre et hop, chasser. À chaque fois je dis mais en quoi ça vous gêne? En plus c'est beau. Donc comment changer ce côté vis-à-vis des gens qui considèrent qu'une toile, c'est sale? Je crois que collectivement, il faut qu'on accepte de ne pas réduire l'état de propreté d'une habitation à la présence de toiles d'araignée. Et donc, si on n'émet pas de jugement sur l'état de propreté d'une habitation chez les autres ou chez soi, déjà, ça facilitera un peu le travail. L'autre chose, c'est qu'il y a certaines toiles d'araignées qui ne sont plus habitées par des araignées. On voit dans certains cas des fils qui pendent sur les murs. Ces toiles-là qui ne sont plus habitées, qui ne le seront jamais, peuvent être enlevées. Et donc ça peut nous forcer aussi à regarder quelles sont les toiles qui sont habitées par les araignées pour commencer à les connaître davantage et surtout à accepter encore une fois que la présence d'une toile d'araignée n'est pas synonyme de saleté dans une habitation. Oui, merci beaucoup pour cette présentation. Moi, j'avais une question par rapport à la sentience. Est-ce qu'il y a des études qui ont été faites pour voir si les araignées étaient sentientes ou avaient des émotions? Pas à ma connaissance. En fait, les araignées, il y a très très peu de travaux qui sont conduits sur les araignées. Il y a certains travaux, notamment en écologie, mais comme on le disait tout à l'heure, sur la dimension cognitive de l'araignée, c'est infinitésimal les connaissances qu'on peut avoir sur les araignées, donc il y a encore beaucoup de choses à étudier et à découvrir chez les araignées. Oui, j'ai une question sur le cannibalisme par les femelles après la reproduction, notamment parce que j'ai lu récemment dans une étude qu'il y avait peut-être qu'en milieu naturel, chez certaines espèces, que 30% de femelles qui cannibalisaient les mâles. J'avais l'impression là que ça dépeignait un peu une image des femelles qui vont systématiquement cannibaliser les mâles. Alors il faut savoir que chez les araignées, enfin peu importe le sexe, toutes elles se mangent entre elles. Et du coup, je voulais vous demander si vous aviez une idée de ce pourcentage de cannibalisme après reproduction, et notamment, je sais qu'il y a des mâles qui choisissent aussi la stratégie de venir se reproduire avec les femelles après qu'elles se soient alimentées, pour éviter de se faire eux-mêmes bouffer. Alors ça, c'est sûr que toutes les espèces d'araignées ne présentent pas de cannibalisme sexuel, et on peut trouver parfois qu'ils coexistent sur la même toile, la femelle et le mâle, de façon tout à fait pacifique. Donc il ne faut pas faire d'un cas particulier tel que celui que j'ai présenté chez la veuve noire une généralité. Et c'est un peu la difficulté, l'écueil de ce genre de présentation, de vouloir brosser certains traits des araignées. Donc c'est caractéristique de certaines espèces, mais ce n'est pas à nouveau propre à toutes les espèces. Donc oui, certaines espèces d'araignées, les mâles et les femelles vont cohabiter de façon paisible sur la toile. Et non, je n'ai pas d'informations quantifiées sur la proportion de ces espèces où le cannibalisme sexuel va être absent ou présent. Bonjour. Alors moi, je voulais juste donner une anecdote, d'expliquer comment je m'étais soignée de ma phobie des araignées. C'est juste ça. En fait, à un moment donné, il y a quelques années, je vis dans une maison, j'avais vraiment des très grosses araignées. Et un jour, j'ai décidé de les appeler Marguerite. Je vous donne une astuce, hein, mais ça... Et en fait, je sais, ça peut paraître ridicule, mais ça m'a vraiment complètement... Enfin voilà, ça a modifié... J'avais plus peur des araignées. Et évidemment, moi, j'ai plus jamais touché à une araignée. Voilà. Bonjour, merci pour votre présentation. Moi, j'avais une question aussi par rapport à la reproduction. Vous avez beaucoup parlé des mâles qui viennent, qui élaborent des stratégies, etc., pour venir déposer leur sperme chez les femelles. Mais est-ce que les femelles aussi ont un instinct reproducteur ou juste elles se laissent totalement faire et elles savent que les mâles vont gérer ça donc, Non, mais par exemple, chez certaines espèces d'araignées, chez la veuve noire, par exemple, ce que fait la mâle, c'est que la femelle elle va tisser une toile qui va contenir des phéromones qui vont avoir pour vocation d'attirer le mâle qui est présent dans l'environnement. Donc les mâles vont devenir errants au moment de la maturité sexuelle, et cette toile enduite de phéromones va attirer les mâles. Et ce que fait le mâle, le premier mâle qui arrive sur la toile de la femelle, il va découper la toile de la femelle
pour réduire la surface de la toile et le pouvoir attractif avec les phéromones sexuels de la femelle, il va recouvrir la toile de la femelle qu'il aura récupérée avec sa propre soie pour limiter l'arrivée des compétiteurs. Donc dans certains cas, oui, la femelle est quand même active dans l'attraction des partenaires sexuels, avec notamment la production de composés phéromonaux. Oui, merci, très intéressant. Alors, pour revenir au cannibalisme, est-ce qu'on a des hypothèses sur pourquoi est-ce que la veuve noire mange le mâle? Est-ce que c'est même... Ça me paraît illogique, en fait. Alors, une des premières hypothèses, ça aurait pu être que le mâle représente une ressource nutritive importante pour la femelle et que de manger le mâle, ça permettra d'augmenter la qualité de vie pour la progéniture, pour dire les choses rapidement. Mais la masse du mâle, elle est relativement limitée par rapport à la taille de la femelle. Alors, dans certaines autres études, pas sur la veuve noire, dont je vais reparler dans une seconde, il a été montré que le mâle pourrait avoir des composés qui sont rares dans la nature et qui pourraient constituer une ressource importante pour la femelle. Mais dans le cas de la veuve noire, si la probabilité pour le mâle de trouver une autre partenaire sexuelle est quasiment nulle, autant, pour dire les choses rapidement, qu'il se sacrifie pour transférer le maximum de spermatozoïdes et que la femelle refuse d'autres accouplements par la suite. Donc, toute une question d'opportunité. Donc, dans les cas où la femelle va se sacrifier, où le mâle va se sacrifier, on peut supposer que dans ces cas-là, les probabilités d'accouplement ultérieurs sont relativement limitées. Et quand les mâles vont essayer de se soustraire au cannibalisme, soit en apportant un cadeau nuptial, soit en se catapultant après l'accouplement, c'est que les opportunités ultérieures d'accouplement sont plus importantes. Donc, à nouveau, ne pas faire de cas particulier une généralité. Et c'est extrêmement difficile de ne pas faire ça quand on voit ce dont j'ai parlé. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation qui était vraiment super intéressante. J'ai une question. Bon, les araignées ont un cerveau, mais apparemment n'ont pas de système nerveux central. J'aimerais savoir comment est constitué le réseau neuronal, en fait. Comment ça... Ah si, elles ont un système nerveux central. Elles ont un système nerveux central. Oui. Avec donc, une sorte de gros ganglion qui va contenir quelques dizaines de milliers de neurones. Donc, comme je le disais tout à l'heure, ces estimations devraient être revues parce qu'elles sont assez anciennes. Mais oui, elles ont un cerveau. Et après, il y a un système nerveux. Mais elles n'ont pas de colonne vertébrale. Ah non. Et du coup, comment passe le système Après, on va avoir un réseau nerveux qui va être diffus dans l'organisme, comme ça va l'être chez d'autres organismes. Donc, de ce système nerveux central vont rayonner certains neurones qui vont aller au niveau des organes périphériques, au niveau des filières, au niveau des pattes, au niveau des récepteurs. Comme je disais tout à l'heure, elles ont plein de poils, les araignées, plein de soies. Et ces soies, elles sont connectées à des neurones qui vont leur permettre de percevoir leur environnement, soit de façon olfactive, soit par le toucher, soit par le goût. Et en fait, ces informations-là vont ensuite être transmises au niveau du cerveau, qui va intégrer les informations et qui vont conduire par la suite l'araignée à prendre sa décision. Entendu. Donc il y a un réseau neuronal qui part du cerveau, en fait, un réseau entier. Oui, il y a un vrai petit cerveau. Oui, merci. Il y avait quelqu'un qui levait la main. Qu'est-ce qui fait que vous avez fait des araignées votre objet d'étude? Qu'est-ce qui vous passionne chez les araignées? Alors, c'est une très bonne question. J'ai aucune passion pour les araignées. En fait, la raison pour laquelle je suis venu à travailler sur les araignées, c'est par le plus grand des hasards. Au cours de mes études, je ne veux pas tout raconter, je raconte dans le bouquin l'histoire. Donc, c'est pas en fait le plus important, c'est pas la façon dont je suis arrivé aux araignées, mais c'est pourquoi je continue de travailler sur les araignées. Moi, ce qui m'intéresse dans mes recherches, c'est l'évolution de la socialité. Donc, je travaille sur les fourmis, je travaille aussi un peu sur les abeilles. Et comme je disais tout à l'heure, les araignées solitaires, toutes les espèces ont cette phase de vie temporaire où elles vont vivre en groupe avant de se disperser. Et on a une vingtaine d'espèces d'araignées qui sont sociales. Et d'un point de vue évolutif, il y a 2 parmi les 19 espèces d'araignées sociales qui sont proches cousines de l'espèce solitaire sur laquelle on travaille à Toulouse. Donc en gros, ce qu'on veut comprendre, c'est quels sont au cours de l'évolution les mécanismes qui ont fait que des araignées qui sont normalement agressives restent tolérantes pour mener une vie sociale permanente. Et ce qu'on a montré avec des doctorants et des doctorants en laboratoire, ce qui est assez fascinant, c'est que quand on prend des jeunes araignées qui sortent du cocon, si on les place en isolement pendant 20 jours, ou si on les laisse en groupe pendant 20 jours, celles qu'on a placées en isolement pendant 20 jours deviennent extrêmement agressives vis-à-vis des autres araignées, alors que si on les maintient en groupe, elles restent tolérantes. Donc le contexte social auquel sont exposées les araignées au cours du développement va avoir une influence sur la probabilité qu'elles ont de développer des comportements agressifs. Et ce qu'on veut essayer de comprendre, c'est en quoi l'isolement est responsable de l'initiation de l'agressivité. En fait, on pense qu'elles perdent la sensibilité à certains composés volatiles qui sont produits par les araignées. C'est ce qu'on est en train de tester avec un doctorant actuellement au laboratoire. Et ça devrait nous permettre de donner des pistes de réflexion et des hypothèses sur les mécanismes qui, au cours de l'évolution, ont pu donner des araignées sociales de façon permanente. Mais je n'ai pas de passion pour les araignées. J'ai jamais eu de fascination pour les araignées. Encore une fois, j'y suis venu par accident au cours de mes études et c'est un de mes objets de recherche. Et quand on m'a demandé d'écrire un bouquin sur les araignées, c'est là que j'ai pris la mesure de
de la complexité, de la sophistication des araignées. Et c'est là qu'est venue mon admiration pour les araignées. Ce sont des bestioles qui sont vraiment absolument remarquables. Et le fait qu'elles ne soient pas aimées, je pense que j'aime bien ça aussi. Ça me plaît. Bonjour, j'aurais 2 questions. Une première question, dans les réseaux sociaux, on voit beaucoup de choses sur le danger des araignées violonistes. Et la deuxième question, vu que la raréfaction du nombre d'insectes, est-ce qu'il y a beaucoup d'araignées qui sont en danger d'extinction également? Alors pour les araignées violonistes, en fait, il y a une étude qui a montré, je crois que c'est en Arkansas, ou dans je ne sais plus quel état des États-Unis, qu'il y avait une famille qui cohabitait avec des dizaines, voire des centaines d'araignées violonistes et qui ne s'était jamais fait mordre. Le problème de l'araignée violoniste, c'est que sa morsure peut être nécrosante, mais que c'est une araignée qui est extrêmement timide, et donc à nouveau, les risques de morsure sont extrêmement faibles. Donc ce fantasme de l'araignée violoniste dont on entend parler, il faut le laisser de côté. Comme j'ai montré ces articles de presse, alors ces articles de presse, comme je disais, sont factuellement, dans la plupart des cas, faux, et la morsure de l'araignée n'a jamais été avérée. Je crois qu'il y a une étude qui a montré aux États-Unis que dans moins de 4% des cas d'hospitalisation où les gens pensaient s'être fait mordre par une araignée, la morsure était effective. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'ai déjà oublié. C'est à propos de la diminution du nombre d'insectes. Alors, évidemment, quand on entend parler de l'altération des écosystèmes et de la diminution des pollinisateurs, ça inquiète un peu tout le monde, et à juste titre. Mais forcément, les araignées étant des prédatrices, si leur source principale de nourriture diminue, ça va avoir des conséquences sur les populations. Et il y a certaines études qui ont été menées, notamment en Allemagne, qui ont montré qu'il y avait une diminution drastique de l'éperdiadème, cette araignée qu'on trouve partout dans nos jardins, parce qu'il y a une diminution de la densité en proie, pour plusieurs raisons, parce qu'il y a une perte de la biodiversité, des monocultures, l'utilisation de pesticides, l'assèchement des zones humides, l'urbanisation galopante. Donc il y a une multitude de facteurs qui font que ces araignées, ces 10% d'espèces d'araignées en France hexagonale, sont menacées d'extinction. Je me souviens d'un enregistrement de l'audio-naturaliste Boris Jolivet sur un mâle qui dansait sur une toile. Et on entendait vraiment des bruits. Et je voudrais savoir, est-ce que les araignées ont des vocalises? Est-ce qu'il y a des voix? Est-ce qu'il y a des musiques? Ce matin, on entendait que les poissons avaient énormément de vocalises. Est-ce que c'est le cas pour les araignées? Alors ça dépend ce qu'on entend par des vocalises. Mais ce que vont faire les mâles dans beaucoup de cas, c'est de tambouriner le substrat avec leur pédipalpe au moment de la parade nuptiale. Et donc ça va produire des vibrations. Les vibrations, ce sont des sons. Donc si on considère que ces tambourinages sont des vibrations, alors oui, elles font des vocalises. Non, elles ne parlent pas, non. Bonjour. L'araignée, donc, qui se laisse, la mère araignée qui se laisse dévorer par ses petits. Ce qui m'interpelle, c'est donc qu'ils partent chacun de leur côté, mais donc il n'y a aucune transmission, il n'y a aucune éducation en fait. Donc comment ça se fait pratiquement? C'est-à-dire qu'ils auraient déjà tout intégré de comment subsister, de comment faire, etc. Oui, comme c'est le cas chez beaucoup d'espèces. Si vous prenez... donc ce que je comprends de votre question, c'est qu'il n'y a pas de transmission sociale entre la mère et la progéniture, que les jeunes vont se débrouiller seuls, mais il y a beaucoup d'espèces d'araignées chez lesquelles les jeunes ne voient même pas la mère. Donc la mère va pondre un cocon à l'automne, la mère va mourir au cours de l'hiver, et les jeunes vont émerger au printemps suivant sans avoir jamais rencontré la mère. Donc il y a beaucoup de cas où cette transmission-là même ne pourrait pas être effective. Mais après, il existe une infinité d'espèces chez lesquelles les jeunes vont adopter des comportements innés qui vont leur permettre de mener une vie solitaire. Qui dit inné dit pas absence de flexibilité. Comme je le disais tout à l'heure, en fonction de l'expérience, l'araignée va être capable de modifier la structure de sa toile, de tenir compte de la densité en proie, elle est capable de modifier le type de soie qu'elle va déposer sur la toile en fonction du type de proie qu'elle va intercepter. Donc elle est même capable de plasticité. Et donc, en fait, le fonctionnement ou le mode de vie de l'araignée, c'est un cocktail subtil entre des traits qui sont innés et le fruit de l'expérience qui leur permet de s'adapter à l'environnement dans lequel elles évoluent à l'instant T. Et non, il n'y a pas de transmission maternelle de comportement chez les araignées. Oui, j'avais ici, là, par là. J'avais une question sur la vingtaine d'espèces sociales. Est-ce que dans ces espèces, il y a... Est-ce qu'elles juste cohabitent ou est-ce qu'il y a une désignation plus ou moins de rôles? Est-ce que certains individus ont certains rôles de chasse en groupe ou... Voilà, c'est juste, est-ce qu'il y a des rôles et une hiérarchie aussi dans ces espèces? Alors non, il n'y a pas de hiérarchie.
contrairement aux sociétés d'insectes eusociaux, fourmis, termites, certaines espèces d'abeilles, on a un individu qui va se reproduire, la reine chez les fourmis, et des ouvrières qui sont stériles. Ce n'est pas le cas chez les araignées. Toutes les femelles peuvent accéder à la reproduction. Les mâles sont moins nombreux. Généralement, chez les araignées sociales, il y a 10 femelles pour un mâle. Il n'y a pas de hiérarchie. Et la division du travail, même pour les tâches autres que la reproduction, n'est pas très prononcée, n'est pas très marquée, et assez peu étudiée, il faut le dire. Donc, ce sont des sociétés, pour dire les choses très rapidement, un peu plus égalitaires, où tous les individus assument des fonctions plus ou moins équivalentes, alors que ce n'est pas le cas chez les sociétés d'insectes eusociaux. Bonjour. Question pratico-pratique. Je voulais savoir si les maisons, quand une araignée rentre dans une maison, est-ce que finalement la maison peut constituer un piège pour l'araignée? Est-ce qu'il vaut mieux les mettre dehors? Ou voilà, comment on fait pour mieux les accueillir et est-ce que c'est nécessaire? Alors, je ne suis pas sûr qu'il y ait tant d'araignées que ça qui rentrent dans les habitations. Généralement, on dit souvent au mois de septembre-octobre, j'ai des araignées qui rentrent dans les maisons, ces fameuses tégénaires. Et il semblerait que ce sont des araignées qui soient déjà présentes dans les habitations, dont les mâles sont relativement discrets et se mettent à devenir errants à la recherche de partenaires sexuels. Donc, les araignées ne vont pas avoir tendance à rentrer dans la maison comme le font les punaises, par exemple. Et donc, ces mâles sont présents. Donc, moi, je pense qu'il n'y a rien à faire de particulier, si ce n'est que les laisser dans les maisons s'ils sont dans les habitations. On va prendre une dernière question. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur l'extraordinaire solidité du fil de soie des araignées qui intéresse beaucoup le monde de l'industrie? Alors oui, parfois on lit que le fil de soie de l'araignée... Alors déjà, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas un fil de soie, il y a des fils de soie. Selon l'usage qu'en fait l'araignée, ça va être une soie avec une composition différente, mais soit. Donc cette soie, on lit parfois que c'est plus résistant qu'un fil d'acier à diamètre équivalent. Ce n'est pas tout à fait le cas. Par contre, il n'y a aucun autre matériau sur la planète qui ne combine à la fois la résistance du fil de soie et son élasticité. Alors l'élasticité, elle va varier en fonction notamment du taux d'humidité, de certaines caractéristiques de l'environnement, mais c'est un matériau unique qui fait qu'effectivement, il suscite l'intérêt de l'industrie de façon générale. Alors, il peut y avoir l'intérêt de la soie, c'est que c'est un matériau qui est dit biocompatible, dont certains usages pourraient être de guider la régénération axonale après des liaisons nerveuses, ou aussi, j'ai lu rapidement que ça pourrait permettre de diffuser des molécules, des médicaments dans l'organisme. Donc ça, c'est un type d'application de la soie. Une des difficultés associées avec la soie des araignées, c'est que c'est difficile de les conserver, de les élever en groupe, parce qu'elles sont agressives. Donc d'un point de vue logistique, c'est extrêmement compliqué. Et pour pallier ce problème, il y a eu deux choses qui ont été réalisées. Il y a des chercheurs, mais ça a capoté, qui ont monté une start-up pour faire produire à des chèvres de la soie d'araignée. Donc ils avaient transformé génétiquement des chèvres, parce que la soie dans les glandes séricigènes, elle est liquide. Et la solidification de la soie, c'est un transfert d'ions et un choc mécanique qui fait que quand elle est expulsée, elle se solidifie, pour dire les choses rapidement. Donc la soie est liquide, donc ils avaient transformé des chèvres génétiquement qui produisaient du lait qui contenait des protéines qui permettaient de faire de la soie. Donc ça a capoté. Par contre, ce qui a été fait récemment, c'est de transformer génétiquement les vers du mûrier, le Bombyx, le ver à soie, pardon, parce que lui, c'est plus facile de l'élever. Son élevage est connu, de telle sorte que ce ver à soie soit manipulé génétiquement pour produire une soie équivalente à celle des araignées. Voilà. Mais ça, ce sont des travaux tout à fait récents. Alors maintenant, on va passer à la dédicace du livre de Raphaël Janson, Dans la tête d'une araignée. Je vous redonne rendez-vous dans une demi-heure à 17h pour la table ronde sur l'animal féministe avec nos 3 intervenants. Et je crois que Raphaël Janson, il mérite vraiment des applaudissements. C'était passionnant. Merci beaucoup.